Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella. Évidemment, vous en aviez rêvé, l'ONU l'a fait. Wonder Woman a été choisie pour incarner une campagne de l'ONU défendant l'égalité des sexes. Le programme a également pour objectif de promouvoir l'émancipation de toutes les femmes. On a d'ailleurs tendance à l'oublier, mais la culture américaine issue des comics est aussi un acte d'engagement politique et social. Et Wonder Woman fut l'une des premières grandes héroïnes fictives populaires. Une Amazone pour défendre l'égalité des sexes, c'est certainement Superman qui doit s'en réjouir. Les titres de votre 20h. Le Nobel à Dylan, un bras d'honneur à la littérature, c'est le regard du 20h avec les journalistes Marie-Josée Arriguelandine et Sébastien Pisani. Il est un réalisateur cinéphile exigeant. Francesco Artil est l'invité événement de votre 20h. Bonsoir Philippe. Bonsoir mon cher Francesco, bienvenue sur le plateau de Pendant le 20h. Merci pour votre invitation. Votre dernier documentaire, Sandown Project, a reçu le prix du meilleur documentaire, enfin le prix du meilleur film corse au festival Artemar à Bastia. L'histoire au cœur de Sandton, un quartier majoritairement afro-américain de Baltimore. Un groupe d'artistes muralistes témoigne de la rage et de l'espoir des résidents de leur communauté. Il y a le regard de la photographe Léa Eouz-Empire comme fil d'Ariane narratif, et il y a votre caméra subjective évidemment qui transcende tout cela. Quel fut le point de départ de votre film ? Alors le point de départ, ça a été pour plusieurs raisons. Je me suis retrouvé aux États-Unis lorsque les services culturels cherchaient à monter un projet d'aide à la communication. Le projet consistait à mettre le focus sur l'art comme facteur de cohésion sociale. Ils m'ont mis en relation avec une fondation qui s'appelle la Cross Current Foundation, qui a l'habitude de traiter de ces problématiques. Et j'ai rencontré le président, Ken Grossinger, je lui ai proposé de suivre un petit peu l'évolution du projet sous forme d'un documentaire, et il a été enchanté par l'idée. Et on va dire que c'est un petit peu comme ça que le projet a commencé. Alors ce qui est intéressant dans le film, on reviendra d'ailleurs sur l'aspect esthétique, qui est ce qui est votre façon très esthétique, très cinématographique, de capter l'essence de ce quartier, c'est que c'est un film social et politique. C'est assez clair quand on le voit. Vous êtes au cœur d'un quartier difficile où l'art joue un rôle essentiel. Hein. C'est ça. Alors, pour résumer un petit peu le film, comme vous l'avez dit, je suis un groupe de muralistes originaires de Baltimore. Mais par contre, l'action se situe à Sandton. Sandton, alors il faut savoir que c'est une banlieue qui est au nord de Baltimore, un quartier complètement défavorisé. Et là où ont eu lieu les émeutes en avril 2015, souvenez-vous, suite à la mort justement de Freddie Gray, le jeune afro-américain qui a été assassiné par la police. Et donc ces artistes ont monté de grandes fresques en hommage à Freddie Gray, et à travers leurs toiles, ils font passer des messages contre la ségrégation, le racisme, les injustices sociales, raciales. Et en parallèle, comme vous avez dit, je suis aussi le travail de Léa Eouz-Empire, donc qui est une jeune photographe bastiaise, qui à ce même moment a réalisé un travail de mémoire photographique sur les artistes et sur les œuvres du quartier. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout son processus créatif. Je voulais avoir son regard sur la photo, sur le quartier de Baltimore. Et je voulais voir aussi un petit peu comment ça fonctionnait entre des artistes américains et une photographe européenne. Voilà. La trace, la mémoire, le regard de notre invité Francesco Artil. Je vous propose de regarder la bande-annonce de Sandown Project. Sometimes we forget to acknowledge the history of this country. There was a time when my ancestors were considered less than human. So if my ancestors were considered less than human, then what do you consider their offspring and their descendants? At what point were my ancestors' descendants given first-class citizenship and full validation as humans? And I can't think of a time in the history of this country where my ancestors, colleagues, my contemporaries have been given and or bestowed first-class citizenship and full humanity in this country.
So my message in my artwork and otherwise is to communicate that regardless of your background, regardless of your life circumstances, you are no less human than anyone else, and you are entitled to all of the benefits of your humanity. Alors je l'ai dit, la trace, la mémoire, votre regard, il est question de citoyenneté américaine, d'identité, de rapports sociaux. C'est tout cela que vous captez dans votre film. Comment a-t-il été reçu aux États-Unis ? Alors aux États-Unis, très bien. Il a été très bien reçu parce que c'est un sujet tristement d'actualité aux États-Unis. Il a d'abord été présenté à l'Ubi Blake Center, c'est un centre culturel afro-américain à Baltimore, donc c'était important pour moi de commencer ici. Ensuite, nous l'avons présenté à l'ambassade de France de Washington, dans le cadre européen du mois de la culture. Donc là aussi, on a eu des bons retours, beaucoup de gens, beaucoup de monde. Et la cerise sur le gâteau, ça a été la sélection officielle pour l'Indie Film Festival. C'est un grand festival de cinéma indépendant dans le New Jersey. Donc voilà, le fait de se retrouver en compétition avec Kevin Smith ou Danny DeVito, enfin, pour moi, c'était vraiment une grande victoire. Alors, bien évidemment, le film n'a pas gagné, mais voilà, de me retrouver en compétition avec eux, c'était déjà la preuve aujourd'hui qu'on peut faire de petits films pour de grands festivals. Justement, sur la dimension cinématographique, elle est très forte. Vous avez pu le voir dans l'extrait que nous vous avons proposé. Elle est très forte, très importante. C'est votre identité, le cinéma, Francesco. On se connaît un petit peu. Je sais que vous vivez, c'est plus qu'une passion d'ailleurs, hein, le cinoche. Vraiment, vous avez voulu donner cette esthétique-là dès le début, avant même de commencer le tournage. C'était votre idée ? Oui, c'était déjà très écrit, en tout cas je savais où j'allais. Pour ça, il faut dire que j'ai été à bonne école. J'ai eu la chance au Mexique d'avoir un très très grand professeur, Boris Goldenblanc, qui malheureusement est décédé il y a 2 ans. Mais on va dire qu'il m'a tout appris. C'est un cinéaste russe qui a une très très longue filmographie dans le documentaire et dans la fiction. Il a été élève de Eisenstein et professeur de Tarkovsky. Donc forcément, quand il vous parle, vous l'écoutez. Et donc il m'a un peu tout appris et surtout il m'a obligé à avoir une réflexion autour de la caméra, c'est-à-dire du positionnement de la caméra. Pourquoi cet axe, pourquoi ce plan? Et voilà, il fallait à chaque fois qu'il y ait un travail de réflexion. Alors bien évidemment, dans le documentaire, c'est très difficile de l'appliquer, vous allez me dire, parce qu'il faut faire vite, des fois il faut donner la priorité au sujet avant la forme. Mais voilà, en tout cas, j'essaye d'appliquer cette méthodologie avec eux. Alors moi, Francesco, très honnêtement, ce que je trouve dans votre film, c'est qu'il n'y a pas de décrochage au niveau et de la réalisation et du tempo narratif, en tout cas du fond. C'est que l'un dialogue bien avec l'autre. L'image, elle est au service du contenu, du propos. C'est jamais l'inverse, hein, d'ailleurs. Hein. Ça aussi, c'était important pour vous. Vous nous disiez qu'il fallait le regard du réalisateur. Là, il y est votre regard. Il y est dans cette dimension politique, sociale, sociétale même, mais il y est également à travers un esthétique très cinématographique, nous l'avons dit. Hein. C'est ça, totalement. J'ai essayé d'être au plus près des artistes. Oui, c'est très proche d'ailleurs, hein, des visages. Il y a beaucoup de plans serrés, parce que oui, j'essaye d'être un peu comme de rentrer un petit peu dans leur tête. C'est un petit peu la forme voulue, en tout cas. Et c'est réussi. En tout cas, on s'en félicite ici avec toute l'équipe de Pendant le 20h. On a eu l'occasion de parler du film dans une émission Agenda du vendredi avec Xavier Affre, notre cinéphile qui a beaucoup apprécié lui aussi le film, je tenais à le signaler. Il a voyagé, il a été dans quelques festivals, ce film-là. Il va continuer à aller à la rencontre du public. Alors oui, il va continuer, en tout cas je l'espère, tantôt aux États-Unis ou en France. Alors en avril 2017, il sera diffusé au Centre culturel américain à Paris. D'ailleurs, il y a un projet de faire venir les artistes de Baltimore pour qu'ils interviennent dans un établissement scolaire. Donc voilà, c'est un projet, on essaie de travailler dessus. Et je l'espère, d'autres festivals dans le courant de l'année. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler pendant le 20h. Sundown Project, quand l'art est au service de la politique, du social, le regard des artistes sur leur quartier, sur leur communauté, les liens sociaux, tout cela, vous le retrouvez dans le film de Francesco Artil. Merci beaucoup, mon cher Francesco. Merci à vous. Et à bientôt peut-être. Avec plaisir. Vous le savez, tous les soirs, nous essayons de décrypter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et dans sa chronique Pop Culture,
culture, Audrey Tordel, déchaîne les passions, en tout cas les déchaîne en coulisses. Elle va nous proposer un focus sur la polémique marketplace Facebook. Quelle intro! Déchaîne les passions. C'est un peu la compréhension en coulisses, mais bon, en tout cas... Ça, Pas sûr. Bon, soyons sérieux. Bonsoir. Enfin, essayons. Oui, on va essayer. Alors, tu vas parler Oui. d'une polémique qui a secoué Oui. Facebook il y a quelques jours, ma chère Audrey. Eh oui, en effet, la sphère facebookienne a tremblé. Dieu, Mark Zuckerberg a failli ne plus avoir de cheveux. Bon, j'exagère un petit peu, mais on était effectivement pas loin du cataclysme. Et tout ça à cause d'une nouvelle application, Marketplace. Eh bien justement, Oui. avant de parler de la polémique, Marketplace, c'est quoi exactement? Alors, c'est tout simplement l'équivalent du Bon Coin ou d'eBay. Concrètement, un site de petites annonces pour les particuliers. Alors, officiellement, Marketplace a été créé pour offrir un espace dédié entièrement et uniquement à la vente d'objets qui augmentait de plus en plus sur Facebook. J'ai cru voir, enfin tu m'as donné ce chiffre-là, tu m'as soufflé ce chiffre. Je n'ai pas inventé. 450 millions d'échanges, je lis Ouais. bien, 450 millions d'échanges l'an dernier. Hein. Officiellement, parce qu'après, en plus, on peut dire que par Messenger, par message privé, il peut y en avoir encore. Tu confirmeras, Philippe, on envoie quasiment chaque jour sur les statuts de nos contacts, des annonces de vente, de location. Jusque-là, ça s'effectuait donc par statut ou par groupe. Donc là, le principe, comme je te l'ai dit, c'est exactement comme le Bon Coin, sauf que l'inscription est encore plus simple puisqu'on utilise le profil Facebook déjà existant. Une annonce avec photo, description en quelques clics, des échanges sur le produit et une concrétisation éventuelle de la vente. Et c'est une appli qui n'existe pas encore chez nous. Non, je t'en parle, mais en exclu. Non, On a toujours un temps d'avance. Hein, c'est pendant ça, 20 heures. c'est ça. Non, pour l'instant, c'est un petit peu une phase test parce qu'elle a été mise en place aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors, je suppose que l'arrivée chez nous, forcément, est imminente. À savoir également que l'application n'existe que sur les smartphones pour le moment. Il n'y a pas la version ordinateur. Ok. Voilà. Bon, jusque-là, Audrey, très honnêtement, on ne comprend pas trop cette immense, parce que, soyons clairs, il s'agit d'une immense polémique qu'il y a pu avoir. Hein. Oui, parce qu'a priori, on se dit que ça ne va pas générer une grande polémique de faire ainsi de petites annonces. Enfin, C'est tellement bête que c'en est presque désarmant. Ce sont les dérapages massifs qu'il y a eu qui ont créé la polémique. Par exemple, la plateforme est réservée pour les 18 ans et plus. Tu penses bien que des gamins de 11-12 ans ont quand même réussi malgré tout à s'inscrire. Bon, jusque-là, comme n'importe quelle application. La plateforme sert à vendre, comme je te l'ai dit, des objets tout à fait convenables, hein, des vêtements, des meubles, etc. Et il y a eu des annonces pour vendre des animaux. Des hérissons, par exemple, des armes ou encore même des enfants. Mais Alors, des armes, c'est... ouais, les enfants aussi, hein, Oui, c'est c'est vrai. limite. Hein. Tu vas relever armes. Alors, vrai ou faux, peu importe au Non, fond. on plaisante, hein. ceci dit, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux. Tu hein. fais bien de rétablir. Oui, oui. Non, C'est très sérieux. les dérapages qui ont été là, qu'ils soient vrais ou faux, ils ont fait coûter très cher à Facebook, alors que Marketplace était lancé seulement depuis quelques jours. La chef de projet a même dû s'excuser publiquement. I apologize, voilà, puisqu'ils devront être nettement plus vigilants à l'avenir. Tu m'étonnes, oui, il vaut mieux. Tu parlais un peu plus tôt, Audrey, de cet argument de l'offre faite en réponse à la demande, qui était très très forte, mais j'imagine que c'est la version officielle, et comme toute version officielle, Oui. il y en a une autre qui se cache. Plus insidieuse. Et oui, alors, il y a du vrai là-dedans, forcément. Forte demande, comme on l'a dit au début, mais la version sous-jacente est que Facebook veut tout simplement conquérir encore et toujours plus du terrain. Maître du monde. C'est ça, et oui, avec Dieu Zuckerberg. Facebook, c'est un écosystème, un data system même, qui vise absolument à ce que vous trouviez tout là-dessus et qui vise aussi à vous faire penser qu'il se suffit à lui-même. Et à terme, l'idée qui germe, Facebook n'est pas un des éléments d'Internet. Internet, c'est Facebook, avec évidemment tout ce qui comporte de dérives, d'abus, comme ça a été le cas pour cette polémique. Tu nous raconteras la suite des événements. C'est en Vous pouvez 4 saisons. réagir d'ailleurs sur les réseaux sociaux, #PL20H ou hashtag pendant le 20h. Merci beaucoup, ma chère Audrey. Merci à toi, À Philippe. bientôt. À bientôt. Le prix Nobel de littérature attribué à Bob Dylan. Est-ce un bras d'honneur à la littérature? Nous en parlons en compagnie de Marie-Joseph Arriguet-Landine et Sébastien Pisagne. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Comment ça va? Ah bah très bien, avec un superbe thème. Oui, Polémique à souhait. le Nobel attribué à Bob Dylan. Est-ce un bras d'honneur à la littérature? Alors, pourquoi cette question? Parce que je suis tombé sur un article publié sur La République des livres le 13 octobre dernier, où Pierre Assouline, que vous aimez beaucoup, cher Sébastien, enfin, Tout à fait. qualifie de bras d'honneur ce prix. Et, il dit ceci: la littérature américaine contemporaine et ses plus fameux représentants peuvent aller se faire voir pour un certain temps.
peuvent aller se faire voir pour un certain temps. Ce qui nous a poussé à poser cette question. Le Nobel de littérature à Dylan, est-ce un bras d'honneur? Marie-Jo, c'est avec vous que je commence. Mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, parce que le Nobel de littérature n'est pas vraiment un prix littéraire classique. C'est vrai. C'est-à-dire que Alfred Nobel avait quand même déterminé plus ou moins les choses. Alfred, il avait dit en fait qu'il voulait récompenser un auteur qui avait fait preuve d'un grand idéal, qui œuvrait dans le sens de l'humanité. D'ailleurs, tous les prix Nobel, c'est le sens de la récompense. Donc finalement, il n'a pas déterminé un style. D'ailleurs, il y a eu des philosophes, il y a eu des journalistes. Il n'a pas déterminé un style littéraire. Il a simplement posé les jalons, si vous voulez, d'une œuvre qui allait être une œuvre ou écrite ou orale, mais en tout cas une œuvre à finalité esthétique. Je ne suis pas sûr qu'il pensait véritablement à l'oralité. En 1901, notre bon Alfred Nobel, Une chanson est écrite. Je pense qu'il était davantage effectivement dans une approche purement littéraire liée au livre. Alors en tout cas, je ne sais pas si on est dans le bras d'honneur, dans le pied de nez. Est-ce que eh bien, nos amis du Nobel, Alfred Nobel, c'était quand même l'inventeur de la dynamite. Alors est-ce qu'ils ont voulu dynamiter le prix du Nobel de la littérature? Je ne sais pas. Non, sans vouloir vraiment faire vieux jeu, rester dans des catégories un peu excluantes. Sincèrement, je trouve que là, le Nobel s'éloigne de sa raison d'être pour ce qui est vraiment du Nobel lié à la littérature. Maintenant, je vais vous dire, ça me fait un peu ni chaud ni froid, parce que je vais être très honnête avec vous, le Nobel, qu'il soit le Nobel de la paix ou le Nobel de la littérature, je m'en fous un peu. Ouais. Je ne trouve pas que c'est un intérêt immense. J'ai énormément d'intérêt, en revanche, pour les Nobel relevant davantage des sciences dites exactes ou fondamentales, la médecine, la c'est physique, un phare la chimie. quand même, allez, c'est un phare le Nobel de littérature, ça nous donne des pistes, non? Alors juste pour préciser tout de même ce qu'a dit le jury suédois concernant ce Nobel, il a attribué à l'immense Bob Dylan Non, mais ça, je le pour conteste avoir pas. inventé de nouveaux modes d'expression poétique. Eh ben, je ne sais pas ce qu'en pense Marie-Jo. Je ne vois pas où est la nouveauté Non, ou la création. Est-ce que la littérature est-elle réservée uniquement au livre? Ça, moi, Sous-jacent, c'est cette question-là. Oui, voilà. Non, là, moi, je dirais non, par contre. Et je dirais que les bases de la littérature ont souvent été le chant, justement. Par exemple, l'Iliade et l'Odyssée, ce sont des textes de tradition orale. Très longtemps, les Aèdes, les poètes, les troubadours, enfin, selon les cultures, ils ont des noms différents, racontaient, chantaient ces discours, enfin, ces récits épiques, en fait. Et c'était cette structure qui était souvent chantée, parce que, vous savez, la ligne mélodique permet aussi, justement, de garder le rythme et de garder tout un tas de repères mnémotechniques, en fait. Donc, pendant très longtemps, on a eu quand même du chant et de la tradition orale qui maintenant fait absolument... Enfin, vous n'allez pas dire que l'Iliade et l'Odyssée, ce n'est pas de la littérature. Et puis, on a aussi cette vision, vous savez, que la littérature, que le chant, justement, est ce qui peut parler aux dieux. Orphée, c'est parce qu'il chante que les dieux l'entendent et qu'ils accèdent finalement à sa requête de descendre aux enfers. Donc, moi, je pense que le chant est une forme de littérature très importante. Bon, alors je ne vais pas aller à l'encontre de Marie-Jo, elle fait référence à la mythologie. Vous savez mon goût pour la mythologie, évidemment. Bon, je la suis en partie, sauf que dans une approche un tout petit peu plus moderne. Sincèrement, Dylan, alors il y a sans doute une poésie évidente dans ses textes, ça, je ne vais pas aller à l'encontre. En revanche, Dylan sans la musique, voilà, pour moi ça n'a plus de sens. Or, je pense quand même qu'à un moment donné, ce qui fait peut-être une petite limite, c'est que pour moi, la littérature, l'écrit se suffit. Voilà. C'est peut-être que là où je mettrais peut-être une petite référence. Là, effectivement, Dylan, je suis désolé, moi, me borner à le lire, voilà. Oui, mais le théâtre il peut se suffire à lui-même, plus que la musique, à mon sens. On va faire appel à un argument d'autorité. Bon, en disant ça, je ne vais pas me faire que des amis, évidemment. Et on va voir une vidéo de Finky. Oui, Finky. Finkielkraut, et on en parle tout de suite après. Qu'est-ce que ça a à voir avec la littérature? Pas choqué, moi j'ai écouté Bob Dylan, évoluer écouté les Beatles aussi. Il a fait évoluer le genre littéraire. Mais ça fait évoluer quoi? Les prix Nobel de littérature. La littérature, c'est des livres qu'on lit. C'est jusqu'à plus ample informé, ce n'est pas des chansons qu'on écoute. Hein? Et la poésie de Bob Dylan, personne ne la lit. Alors qu'il y a des grands poètes américains du XXe siècle, comme Wallace Stevens, qu'on a lu et traduit.
Est-ce qu'il y a une limite à la littérature? C'est ce qu'il veut J'ai un dire. petit côté Finkielkraut là quand je l'écoute. Vous voyez pas de ma part une quelconque Non, moi, je reviens à ce que analogie. hein. je reviens à ce que je disais. Pour moi, effectivement, c'est là où les mots se suffisent. Voilà où, pour moi, se situe un peu la littérature, et notamment dans ce cas de figure très précis du Nobel à Bob Dylan. Est-ce que ça veut dire que vous mettez des limites à la littérature, à l'art littéraire? Non, pas nécessairement. Mais je crois qu'à un moment donné, si on crée des prix, où on crée des catégories, nécessairement, il faut que ces catégories aient une certaine forme de cohérence. Sinon, demain, on donnera sans doute dans 20 ans le Nobel à Eminem, le rappeur Eminem, qui lui-même décrit l'évolution de la société américaine. Pourquoi pas? Ça manquera pas de sens, finalement. Non, mais c'est vrai que pour l'instant, le cadre est quand même assez flou. Quand on regarde les lauréats, le cadre est relativement flou. C'est vrai que les philosophes n'écrivent pas une littérature Bon, comme puis on l'entend rappellera que, par Finkielkraut. exemple, il a été donné à Winston Churchill pour ses discours vrai. politiques. Bon, il y a un côté un peu Voilà. fourre-tout, voire diplomatique alors, dans le Nobel qui... Bon. Vous êtes Non, pas tous les souci. deux affûtés, je le vois bien, mais vous comprenez que ma question ne se réduit pas au prix Nobel. Ce que j'aimerais savoir, vous l'avez un petit peu dit Marie-Jo, vous l'avez aussi dit Sébastien, mais je voudrais un peu plus de liant, s'il vous plaît. Est-ce que vraiment c'est choquant qu'un artiste, un musicien, un songwriter, pour reprendre le terme exact concernant Bob Dylan, ait reçu un prix couronnant la littérature, couronnant l'art littéraire? Non, c'est quelqu'un qui utilise les mots. Une chanson, c'est écrit avant d'être chantée, c'est une évidence. Les textes sont d'ailleurs absolument lisibles, absolument sur tous les sites. Il a écrit aussi une partie, un livre autobiographique. Chronicles, excellent livre qui a reçu le prix Pulitzer d'ailleurs en 2008. hein. Donc sa plume... Je vais vous apporter de l'eau à mon moulin, Ça parce plume est assez que Pulitzer, il y a aussi un chapitre musique. Il y a un prix Pulitzer c'est vrai. musique. On lui a donné pour un livre. Enfin là, il y a une certaine cohérence, par exemple, chez nos amis du Pulitzer, que n'ont pas nos amis du Nobel. Mais nos amis du Nobel sont très ouverts. Le prix de l'année dernière, la Biélorusse, était plutôt journaliste, donc plutôt d'un style documentaire. Et c'est vrai que les gens qui faisaient des petits pronostics avaient dit que cette année, ça reviendrait certainement vers la poésie et la fiction. Et c'est vrai qu'Adonis, le poète syrien, était assez pressenti, mais bon, voilà, les écrits un petit peu polémiques, ils ont peut-être eu peur. Ils ont peut-être eu peur aussi d'assumer quelqu'un comme Adonis. Ils ont préféré Bob Dylan, dont l'engagement est plus ancien. Plus consensuel. D'ailleurs, sincèrement, alors Bob Dylan, pour ce que j'en connais, parce que je l'ai quand même pas mal écouté à une époque, hein, c'est les années 60, Oui. 70. Bon, depuis, il continue à tourner. D'ailleurs, c'est une jolie cash-machine, à mon avis. Hein. Je pense qu'il n'avait pas forcément besoin, Faut d'ailleurs, pas- des 8 millions. Je veux dire de- ça, mais il ne faut pas aller voir couronnes. Bob Dylan aujourd'hui sur scène. hein. Ouais, non, mais Il est bon. passé il y a quelques temps à Marseille, il ne faut pas. Voilà, vous l'aimez, écoutez-le en vinyle, mais pas sur scène. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Vous pardon. n'avez jamais aimé son C'est- harmonica, c'est ça? Non, j'adore Bob Dylan, mais pas sur scène, plus sur scène en tout cas. Non, mais voilà, bon, pour moi, là, je n'ai pas vu vraiment l'intérêt, je vois pas ce que ça apporte. J'ai bien aimé la petite phrase de Leonard Cohen, qui est un ami de Bob Dylan, qui était content Ouais. pour Bob Dylan, qui dit, bon, bah voilà, ça revient à aller mettre une médaille au sommet de l'Everest pour dire que c'est le plus haut sommet. Bon, bah voilà, c'est déjà une institution, Bob Dylan. Je vois pas très bien ce que ça apporte. Et puis, il y a une espèce de mélange des genres. Moi, je veux bien aller dans le sens d'une littérature qui va au-delà du simple écrit. Mais je vois pas très bien ce que ça apporte au débat, si ce n'est des polémiques un peu bidons, comme celle qu'on est en train d'aborder. D'ailleurs, bien joué. D'ailleurs, Bob Dylan lui-même, aujourd'hui, n'a pas encore réagi à son prix. C'est énorme, voilà, on voit. Alors qu'il y a l'enthousiasme de ces chercheurs sur qui on attire les regards sur des recherches qui, elles, font sans doute avancer l'humanité. Eux, généralement, on les voit avec la banane. Gardez-en sous le pied, Sébastien, parce qu'il vous reste 40 secondes pour résumer votre pensée et répondre à cette question. Le Nobel à Dylan, est-ce un bras d'honneur à la littérature? Marie-Jo. On ne sait jamais sur qui ça va tomber, c'est terrible. Oui, Donc pour moi, non. Donc le cadre du Nobel est suffisamment flou et suffisamment vaste pour que l'Académie suédoise se soit intéressée à l'œuvre de Dylan. Dylan, on le rappelle, qui était très engagé, qui était aux côtés de Martin Luther King en 63, qui avec John Baez, avec qui il a vécu un certain temps, a quand même fait toutes ses protest songs. Il a pris quand même position pour des choses qui étaient très difficiles un certain temps. En l'occurrence d'ailleurs pour les Noirs. Voilà, il a fait son J'accuse aussi avec Hurricane. Donc c'est quelqu'un qui s'est engagé, pas dans un sens politique, qui a engagé sa personnalité, son œuvre. Hurricane, c'est une chanson concernant Hurricane Carter, qui était un Pour boxeur. Robin Carter, c'est ça. Alors, un bel engagement qui aurait tout à fait pu lui valoir
eh bien, le Nobel de la paix. Ça montre bien que finalement, toutes ces catégories, elles n'ont pas tant de sens que ça. Moi, je trouve que simplement, le Nobel de la littérature, j'aime bien traditionnellement qu'il soit plutôt attribué à un auteur, d'autant qu'il y a des auteurs qui méritent ces coups de projecteur, qui sont sans doute pas suffisamment connus. Bon, Finkielkraut parle finalement de quelqu'un d'assez connu dans la littérature américaine. Bon, bien sûr, il y a les partisans de Philip Roth, Joyce Carol Oates, que j'ai chroniqué dans une autre vie, qui mérite que les gens la connaissent mieux. Puis tiens, il y a un très bon joueur, tel Rushdie, qui a dit que lui, il était très très content. Sauf que je suis sûr que beaucoup de gens ne connaissent pas finalement la littérature de Rushdie. Peut-être qu'un Nobel à Rushdie ça aurait permis de jeter coup de projecteur sur des livres, de vrais livres. Merci à vous deux. On va tout de même conseiller aux téléspectateurs de lire Chronicles de Bob Dylan, aux éditions Fayard, je crois, en France. Livre somme aussi sur une période, les années 60-70 et la contestation sociale. Merci beaucoup à vous deux. Mais, vous voyez, finalement, vous venez l'écouter, c'est ça que vous nous dites. C'est bien avec la musique. C'est pas mal. Mais c'est rigolo de donner un coup de jeune avec un vieux monsieur quand même. Bien joué. Bien, on va terminer sur ces mots. Merci Marie-Jo, vous avez bien fait de venir. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur France 3 Corse via Stella, évidemment. I'll come fly.